Bonjour, nous allons faire un petit focus sur l'industrie 4.0. Alors, pour échanger, je suis avec Laurent Siegfried, Gimelec. On va se présenter, Laurent. Le Gimelec, c'est quoi d'abord? Alors, le Gimelec, c'est un syndicat ou plutôt une organisation professionnelle qui regroupe plus de 200 adhérents spécialisés dans la filière électronumérique et qui vendent des biens d'équipement, qui vendent des composants jusqu'aux solutions et aux systèmes intégrés. D'accord, et ça représente quoi en termes de, je sais pas, de chiffre d'affaires, d'emploi? Voilà. Pas le Gimelec en tant que tel, mais c'est les adhérents en fait qui représentent quelques... Voilà, exactement. Tout le Gimelec, c'est 35 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 70 000 personnes. La partie industrie dont je m'occupe, c'est à peu près la moitié, 15 milliards de chiffre d'affaires. On a beaucoup d'usines en France, c'est peut-être un peu la moitié également en matière d'emploi. Et le chiffre d'affaires de nos adhérents qu'on mesure est de 5 milliards d'euros. D'accord. Là, c'est le chiffre d'affaires, on va dire, du Gimelec, on pourrait dire. Et ces 5 milliards qui se répartissent comment? Parce que autant à une époque on était sur des produits et donc en fait on avait 5 milliards de produits. Alors quand on parle de la filière, ça va être quoi? Est-ce que c'était à l'époque les automatismes, des capteurs, des entraîneurs? C'est un peu ce champ-là. Voilà, alors ça évolue avec 4.0. On a rajouté à l'automatisme, à l'entraînement, à l'instrumentation, on a rajouté ce qu'on appelle nous la plateforme IT-OT. Donc qui est tous les adhérents qui font en sorte que l'IT fonctionne avec l'OT inversement. Donc le périmètre des 5 milliards, c'est moitié service et puis moitié produit. Ça veut dire que là où avant on était on était pratiquement que produit, il y a un basculement où cette partie service vient, ou alors dans les services on met quoi? L'implantation, on met aussi le digital, c'est ça? Exactement, on met surtout le digital qui a pris une grande partie de la valeur. Et donc si la partie produit augmente petit à petit régulièrement au rythme du marché, la partie digitale elle augmente au double de croissance, pratiquement en double de croissance chaque année. Ça veut dire que si on se projette dans, allez, je sais pas, 10 ans, on sera peut-être plus là tous les deux, on sera partis surveiller ça de très loin, mais oui. Dans 10 ans, on pourra avoir une partie service qui devient vraiment majoritaire, quoi. Oui, si on intègre la partie numérique dedans, elle deviendra largement majoritaire. À mon avis, 75% et 25%, alors qu'aujourd'hui, on a 50-50. Et alors, on est revenu à quelle position aujourd'hui en 2022 ? Je dirais qu'on a eu tous un break en 2019. Est-ce que ça veut dire qu'on est revenu à la situation de 2019 ou pas? Alors l'industrie en France, pas tout à fait. Elle est légèrement en dessous on va dire liée à la crise Covid de 2019. Nous, la filière électronumérique, on est légèrement au-dessus. On est meilleur que l'industrie. Donc notre filière se porte plutôt très bien. Bon, on a des problèmes structurels par ailleurs, on en reparlera, ou conjoncturels, on en parlera peut-être un petit peu après. Mais on a une croissance très forte sur l'année 2021 qui compense pratiquement 2019 on a fait plus de croissance par rapport à 2020. Donc on a rattrapé complètement 2020. On est à peu près à 6% de croissance au-dessus de 2019 si on se compare. Ah oui, donc c'est pas mal. C'est très bien. Et donc les perspectives, enfin on va peut-être, on en parlera peut-être tout à l'heure parce que les perspectives peuvent varier en fonction de différents critères. Exactement. On a quelques petits soucis, on en parlera peut-être après. Quelques petits soucis. Alors on va aborder les soucis après, mais je profite justement, je vois Xavier sur mon écran qui est arrivé sur un des stands, un des spécialistes aussi. Enfin, on ne va avoir que des spécialistes du 4.0. Je crois, Xavier, vous êtes sur le stand d'IFM. Si je repère bien la couleur qui est derrière vous, je vous laisse la place. Xavier, à vous. Très bien, merci Guy. Effectivement, nous allons commencer notre tour des stands ici à IFM. Bonjour Samuel Gillette. Oui, bonjour. Vous êtes responsable software IFM France. Alors tout d'abord, rappelez-nous qui est IFM. Alors, IFM est avant tout une société allemande spécialisée dans le domaine industriel automatisme, la fabrication de capteurs et le développement de logiciels industriels. Donc en quelques chiffres, la société c'est 1,2 milliard de chiffre d'affaires l'année dernière, avec plus de 7500 collaborateurs répartis dans 90 filiales à travers le monde. Alors comment répondez-vous à ces enjeux de l'industrie 4.0 ? Alors, le 4.0, c'est quelque chose d'assez vaste. Nous, on répond avec la capacité à collecter déjà l'information depuis le terrain et ensuite proposer des outils pour pouvoir améliorer la maintenance. Alors, on va parler de maintenance conditionnelle, de maintenance prédictive, mais aussi des outils qui permettent d'améliorer tout ce qui est efficacité énergétique, la qualité ou tout ce qui est TRS, par exemple, ou l'amélioration continue des industries. Alors concrètement, quelles solutions offrez-vous au marché ?
Alors, notre solution, elle est à plusieurs facettes. On commence évidemment par tout ce qui est captage de l'information issu des capteurs. Donc, on est très gros promoteur, je dirais, des solutions IO-Link qui permettent d'avoir l'information numérique dès le début, dès le capteur. Ensuite, cette information, on va évidemment pouvoir l'envoyer à tout ce qui est automatisme, mais aussi l'envoyer directement sur des plateformes informatiques, donc une plateforme IoT qui s'appelle Moneo et qui va récupérer et décoder automatiquement l'ensemble de ces informations. Alors, les informations qui viennent évidemment de nos équipements, là c'est du plug and play, mais on peut aussi aller chercher des informations de manière beaucoup plus vaste et beaucoup plus large avec tout un ensemble de connecteurs pour capter cette information. Donc que ça vienne des automates évidemment, de serveurs OPC en MQTT et tout un tas d'autres connecteurs disponibles. Donc ça c'est la première étape, le captage et le décodage de l'information. Ensuite, comme on peut le voir ici par exemple sur cet écran, on va pouvoir afficher ces informations. Alors on les historise et ensuite on les affiche sous forme de dashboard et on va pouvoir proposer des outils d'alerting, de dashboarding et puis aussi d'analyse évidemment de ces indicateurs. Donc c'est tout là l'intérêt de nos solutions, c'est qu'on va du captage jusqu'à l'exploitation de ces informations. Et le tout dans un esprit no code, donc que ce soit plug and play le plus possible pour que nos utilisateurs puissent exploiter ces données en toute simplicité sans avoir besoin de faire appel à des compétences spécifiques. Un dernier mot sur la manière dont vous accompagnez vos clients. Quel est le cheminant ? Alors, c'est très simple, on côtoie nos clients depuis déjà 50 ans sur le terrain, dans les industries. Et donc, ce que l'on propose, c'est de faire un audit pour commencer. Donc, c'est-à-dire d'aller avec eux sur leur site, près de leur machine, et de discuter avec eux pour savoir quelles sont les problématiques qu'ils veulent résoudre. À partir de ces problématiques, on va déterminer quels sont les indicateurs qui sont pertinents. Et une fois qu'on a les indicateurs, on va mettre en place les solutions, soit pour capter l'information qui serait déjà présente, soit pour ajouter les capteurs nécessaires pour récupérer cette information. Et ensuite, on déroule la solution de manière très classique, jusqu'à rendre le client complètement autonome pour pouvoir continuer de déployer par lui-même. Merci Samuel Jugette. Guy, à vous. Merci Xavier, c'était intéressant. On a vu une première étape du 4.0, on va en voir d'autres, Laurent, entre nous. Mais c'est vrai que j'ai noté un mot, c'est le mot IO-Link. Oui. Typiquement dans IO-Link, on retrouve des composants. Et on a parlé tout à l'heure de ce qui fâche, des problèmes qu'on a actuellement. Est-ce que justement cette problématique on le sait tous, de manque de composants au niveau de l'électronique, ça pose pas des problèmes parce qu'en fait IO-Link, tout ça c'est connecté. Là il y a l'IoT industriel. Et oui, c'est un de nos sujets majeurs en ce moment. Donc on a effectivement vu une rupture de composants majeure qui s'éternise dans le temps. Et on est, pour info, la deuxième filiale la plus concernée derrière l'automobile parce que tous nos adhérents utilisent énormément de composants dans leurs produits, notamment pour IO-Link et pour tout ce qui est automatisme, variation de vitesse, etc. Et j'en passe. On est pessimiste un peu sur cette partie-là parce que ça augmente considérablement les délais, ça augmente également un peu les prix, mais c'est surtout les délais qui posent problème. Et donc, si la conjoncture est très bonne en entrée de commande, elle est peut-être un peu moins bonne en livraison. Donc, dans notre jargon, on appelle ça le backlog. Donc, on a des bonnes entrées de commande et on a de moins bonnes livraisons à cause de cette rupture de composants. Et ça, on a une vision là-dessus, on en a strictement aucune. Oui, alors on suit ça de très près. Il y en a qui disent 2024, on est certain que ça sera résorbé. Donc ça, c'est le plus pessimiste. Et puis on pense que 2023, ça sera peut-être une année un peu compliquée. Voilà, on est entre 6 mois et 18 mois de délai pour avoir des composants, pour revenir à la normale en matière d'approvisionnement de composants. Ouais, donc ça, c'est assez compliqué. Vous disiez d'ailleurs que par rapport à l'automobile, c'est juste la deuxième. Oui, on est à deuxième. Bon, je sais pas, on aurait dit classiquement automobile, aéronautique, etc. Mais non. Non. Juste après l'automobile, c'est vous, quoi. Exactement. Ouais, l'automobile est très concernée, c'est les premiers, et puis juste après, c'est nous. Quand vous parlez de délai, c'est quoi les délais Alors pour un produit standard, on en trouve encore assez facilement parce qu'il y en a certains qui ont pris des précautions et donc les délais sont, on va dire, normaux, de l'ordre de 1 à 2 semaines, et il peut y avoir des délais qui vont jusqu'à 18 mois aujourd'hui sur certains produits très spécifiques. Je pense par exemple au domaine de l'instrumentation ou de la mesure ou des produits, donc ça peut aller très loin en matière de délai.
Ah oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est au mois de... Oui, on est sur Global Industries 2022, voilà. On joue en mai, j'ai du mal, on commence à être fatigué pendant le salon. On est au mois de mai 22, le prochain c'est au mois de mars 23, ça se trouve mon produit sera livré si je passe commande aujourd'hui au prochain Global. Ouais, c'est un produit très spécifique. C'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant, absolument. On n'a jamais vu ça. Moi, j'ai une ancienneté assez forte dans le domaine de l'industrie. On n'a jamais vu une crise aussi majeure en matière de composants. Alors, il y a une deuxième problématique. L'impact peut-être moins, je ne sais pas, c'est tout ce qui est matière première, parce qu'aujourd'hui on entend bien qu'il y a les composants, mais il n'y a pas que ça. Il y a est-ce que la matière première, c'est quelque chose qui impacte aussi de votre côté? Oui, alors elle impacte également notre filière, la matière première, mais moins dans une problématique de délai. Là, c'est plus une problématique de prix à la production, c'est-à-dire qu'on trouve la matière première assez facilement dans le monde entier. Quand je dis assez facilement, faut prendre mes vérités vraies à 80%, mais là, ça impacte énormément les prix à la hausse en matière de prix de production. Et donc là, c'est un peu plus compliqué. C'est un problème de gestion, on va dire, entre l'achat et la fabrication. Mais c'est vrai que les prix en matière première explosent. Ça n'est pas que ce qu'on entend à la radio tous les jours, c'est une vérité. Et donc, il faut être très sensible à ça. Mais là, vous êtes au même pied d'égalité que les autres, j'allais dire. Oui. Il n'y a pas une spécificité sur votre filière. Voilà, oui. Tout le monde va augmenter ses prix par rapport à la matière première. Pour expliquer peut-être aux personnes, c'est qu'on a maintenant des devis qui sont avec une durée de validité de 4 heures. Alors, on n'avait jamais vu ça avant. En règle générale, on a des durées de 2 mois, 3 mois, 6 mois. Là, on peut avoir des devis qui ont une durée de validité de 4 heures. Sinon, le prix n'est plus garanti. Bon, on va avancer sur ce chemin-là. Je vois que Xavier il a remonté l'allée G dans le hall 5. On est dans le hall 5 sur la partie Smartech. Oui. Donc Xavier, je vais vous passer la parole. On parlait de service tout à l'heure, Laurent, ensemble. Mais en fait, il est auprès d'une entreprise qui s'appelle IBM, qui est connue de tous. Et je crois qu'on va parler de maintenance prédictive si j'ai pas trop mauvaise mémoire. Xavier, je vous laisse la parole. À vous. Merci Guy. Effectivement, je me trouve sur le stand d'IBM en compagnie d'Arnaud Delande. Bonjour Arnaud, vous êtes directeur de la practice industrielle AI Application pour la France. Donc tout d'abord, en un mot, présentez-nous IBM. Alors IBM, c'est une petite entreprise qui a 111 ans cette année et qui a recentré dernièrement ses objectifs autour de la technologie et du consulting. Technologie autour du cloud, de la cybersécurité et des enjeux métiers qui est le cœur des enjeux aujourd'hui qu'on présente. Alors vous êtes présent ici sur Global Industries avec tout un tas de partenaires. Il y en a qui s'expriment en ce moment derrière. Il y en a 11, je crois. Pourquoi ces partenaires sont avec vous aujourd'hui ? Alors c'est tout à fait aligné avec la nouvelle stratégie justement d'IBM, c'est de repositionner l'écosystème de partenaires au centre de notre stratégie. Et effectivement sur le stand aujourd'hui, on a tant des partenaires intégrateurs que des partenaires technologiques qui ont un savoir-faire unique et qui ont développé des use cases sur la base de nos technologies pour servir nos clients. Alors parlons justement des challenges que vos clients ont à relever. Quels sont-ils exactement ? Alors, le premier challenge qu'on voit chez nos clients, c'est disposer déjà d'une solution qui est robuste, scalable et progicialisée. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, nos clients, ce qu'ils veulent, c'est avant tout rapidement pouvoir monter en compétences et développer leur use case et surtout pouvoir les maintenir dans le temps. Le deuxième challenge, c'est d'avoir une plateforme relativement ouverte, épaulée des nouvelles technologies comme l'IA pour la maintenance prédictive, comme l'IoT pour pouvoir connecter des objets, comme la mobilité pour pouvoir aider le technicien au jour le jour sur ses actes de maintenance. Et le troisième élément important, c'est le lien avec le développement durable. Gérer ces assets, c'est bien, mais les gérer dans un contexte d'obsolescence rallongée et de maintien en conditions opérationnelles, tout ça dans des enjeux de sustainability, c'est encore mieux. Alors, quelles sont les nouveautés que vous présentez ici sur Global Industries et qui s'inscrivent dans cette dynamique Industrie 4.0 ? Alors, de trois ordres. Le premier, c'est la suite évolution de Maximo Application Suite, qui est une suite logicielle qui reprend le cœur de la partie GMAO traditionnelle de Maximo, mais qui vient s'enrichir justement de l'intelligence artificielle pour faire de la maintenance prédictive, qui vient pouvoir s'interconnecter avec des capteurs, des sensors pour pouvoir faire de la quasi-temps réalité sur le monitoring de ces assets, aussi une déclinaison mobile via smartphone ou tablette pour aider les techniciens au jour le jour, et puis aussi équipé de la partie inspection visuelle, capture vidéo, photo, pourquoi pas équipé d'un drone pour aller prendre des photos d'un bâtiment comme celui-ci ou d'une infrastructure ou d'un ouvrage d'art.
Et puis le deuxième élément important, justement, dans la dynamique du développement durable, c'est qu'IBM a fait l'acquisition d'une technologie qui s'appelle NVISI au mois de février dernier. Et cette technologie a pour but, de pouvoir rationaliser, consolider, agréger de la donnée autour du développement durable. 2, de mettre en place des reportings pour l'interne, pour pouvoir mesurer les effets de l'évolution de l'empreinte carbone de l'entreprise, mais aussi échanger avec l'externe, et tout ça dans le cadre des conformités et réglementations. Et le dernier élément, c'est agir, et c'est mettre en place des actions, pouvoir les suivre, les monitorer et décarboner finalement l'entreprise elle-même. Merci à Arnaud Delande pour toutes ces précisions. Et voilà Guy, à vous de reprendre la main. Merci Xavier. Bon, on a vu le côté service, le côté produit, ça faisait un petit peu le pont avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Je voudrais qu'on termine un petit peu sur ces histoires de pénurie parce qu'elles me font un petit peu peur. Est-ce que ça veut dire que les investissements continuent, que les entreprises continuent à investir dans ce domaine-là, continuent à acheter quelque part? Est-ce que vous sentez, est-ce qu'ils freinent? Est-ce que ça leur fait peur? Alors au contraire, il faut pas avoir peur de ça. Je dirais que les entreprises, au contraire, elles passent, même, je l'ai dit, en entrée de commande, on est excellent. Et c'est conjoncturel. On sait que ça va revenir à la normale. C'est le contexte à la fois géopolitique, c'est le contexte des composants qui font ça. Mais c'est conjoncturel. C'est la sortie de Covid. On avait tout arrêté, donc on a tout repris et ça a créé une demande mondiale considérable. Bon, il faut absorber cette partie-là et après on va repartir à la normale. L'industrie en France se porte bien. Donc ça c'est ok, c'est le côté positif. Alors je veux investir, je trouve pas le produit. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, parce que c'est vrai que sur le salon on voit quand même des nouveautés, on va y venir tout à l'heure, oui. Mais ça veut dire qu'il y a certaines nouveautés que l'on ne sort pas parce que toutes les équipes développement sont obligées peut-être de redévelopper des produits qui existent avec les composants qu'ils trouvent. Enfin oui, oui. Est-ce qu'on a ce genre de c'est une bonne question. Absolument. Chez certains de nos membres, on a essayé de trouver des nouveaux composants qui rentrent dans la fabrication des produits en matière d'innovation, de recherche, de développement, etc. Par contre, on s'est assez vite rendu compte que malgré les tests qui ont été faits, malgré tout ce qui a été fait pour pouvoir remplacer le produit, le composant qui manque, souvent après, quand il y a la demande, finalement le composant de remplacement il était également en rupture. Donc quelque part, c'est pas forcément une solution pérenne dans le temps. Donc on va absorber la problématique de rupture de composants avec nos moyens et après ça va repartir de façon normale. Ça veut dire que ça imposerait en plus une période de validation, c'est-à-dire on met un nouveau composant, c'est-à-dire que le client final il va devoir revalider par ses processus internes. Exactement. Exactement, il y a un processus de validation, etc. Donc le temps qu'on gagne à modifier le composant, forcément on le perd par ailleurs. Donc c'est pas une solution qui a été jugée très satisfaisante. D'accord, mais il y a quand même sur certains produits, il y a cette réflexion-là quand même chez les industriels adhérents de chez vous, quoi. Oui, absolument. Mais ils continuent quand même les développements sur de nouveaux produits. Ah bien sûr, bien sûr. Et c'est justement le moment pour les clients finaux et les constructeurs de machines qu'on équipe de se poser la question et de préparer les évolutions technologiques de demain, dont on va parler peut-être un peu plus tard. Absolument. Alors, juste, je voulais revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Ça, j'ai eu du mal à m'y faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les délais, je passe commande de quelque chose. Et c'est vraiment si tard que ça que je vais avoir les produits? Non, mais je l'ai dit, pour certains produits spécifiques, pas pour l'ensemble des produits. Ah bah oui, pas pour l'ensemble des produits qu'on fournit, sinon on serait sacrément embêté. Non, c'est sur certains produits spécifiques. Oui, on a des problèmes de délai. Mais pas sur l'ensemble de la gamme que nos adhérents livrent au marché. Donc ne faisons pas peur. Demain, je vais acheter on a vu tout à l'heure des capteurs, on va pas citer les marques, mais bon, on les connaît tous. On avait un capteur IO-Link, je veux le commander, je peux quand même le trouver. Oui. On va avoir des fabricants d'automates, on va avoir des fabricants de réseaux. Si je commande un automate, ou un équivalent de main, il y a quand même 98% de chances que je le trouve. Oui, absolument. Le capteur étant un produit extrêmement courant, banalisé, même s'il est intelligent et connecté, il est quand même fabriqué en grande série. Et il n'y a pas de problème pour le trouver. Je voulais pas qu'on fasse peur quand même aux industriels qui nous regardent. Au pire, ils auront une information en disant on vous oriente vers peut-être une autre solution, on va la modifier, mais il faut pas que ce soit bloquant. Quoi. Mais c'est comme dans les voitures. Vous passez une voiture de commande neuve aujourd'hui, vous avez du délai, mais vous trouvez quand même des voitures neuves. Voilà, c'est un peu comme à l'époque, où vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, mais elle sera noire. Exactement. C'est ça. C'est la flexibilité. Je vois Xavier
qui est arrivé sur un stand pour parler de réseau avec Agilicom. Et puis j'en profite pour dire que Xavier, on va tester sa vélocité parce que tout de suite après, il va aller directement sur le stand de Siemens, qui je crois est juste à côté de mémoire. Donc Xavier, on va tester tout ça ensemble. Je vous laisse avec Agilicom où je pense qu'on va parler réseau et info, enfin sur la partie réseau. À vous. On va partir directement après. Oui, tout à fait, Guy. Effectivement, je suis sur le stand d'Agilicom en compagnie de Jean-Yves Bois. Vous êtes directeur commercial d'Agilicom et donc Frédéric Bahuot. Et vous êtes tous les deux cofondateurs de cette société. Dans un premier temps, Jean-Yves Bois, quelle est la mission d'Agilicom dans ce contexte d'industrie 4.0 ? Merci. Dans le contexte de l'industrie 4.0, l'enjeu majeur aujourd'hui des industriels, c'est la maîtrise de leur architecture réseau. L'impact est très important sur la convergence OT-IT, la valorisation des données et bien sûr la cybersécurité qui sont une action majeure aujourd'hui. C'est pour ça que notre mission aujourd'hui est de concevoir, sécuriser et fiabiliser les réseaux industriels. Et pour assurer cette mission, on a inventé un métier qui s'appelle la réseau-gérance industrielle. Alors justement, Frédéric, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous en dire un peu plus sur ce nouveau métier de réseau-gérance industrielle ? Oui, alors la réseau-gérance, c'est devenu un enjeu tout à fait majeur pour les industriels, absolument essentiel, mais souvent cette compétence n'est pas maîtrisée en interne. Donc nous proposons d'aider nos clients à concevoir les réseaux qui répondent à toutes leurs exigences. Nous formons leur personnel pour qu'ils puissent concevoir, exploiter et maintenir leur réseau en autonomie. Nous proposons du diagnostic, du dépannage quand un réseau fait des siennes ou de l'audit d'un réseau existant. Et enfin, nous proposons du matériel d'infrastructure et des outils de diagnostic que nous pouvons aider à déployer sur le terrain. Tout ça dans un contexte industriel, de projet industriel, de cybersécurité. C'est un corollaire à tout ce qui est réseau aujourd'hui. D'ailleurs, à ce titre, nous proposons de faire la cartographie des réseaux, parce que la première étape de la cybersécurité, c'est de bien connaître ces réseaux. Et tous ces services, nous les proposons en assistance à distance H24. Et comment justement se passe cette assistance à distance ? Alors l'assistance à distance, le mieux c'est que je prenne un exemple. On est dimanche, 2h du matin, on est dans un centre logistique européen et tout d'un coup il y a une alarme. L'équipe de maintenance se dit qu'est-ce qui se passe, fait les premiers diagnostics, elle s'en sort pas. Elle appelle l'équipe d'astreinte d'Agilicom qui va lui donner les premiers gestes de secours réseau industriel, les gestes de survie on va dire, et puis à partir de là elle va se connecter sur le site, faire du diagnostic et donner la bonne démarche à l'entreprise pour diagnostiquer, remettre en route le réseau, reprendre la production. Ça peut être aussi dire que c'est pas le réseau qui est impliqué. Et ça peut aider l'industriel à reprendre et trouver la panne. Donc ça se fait sur les réseaux industriels, les réseaux terrain, le Wi-Fi et la 5G. Et quelles sont vos perspectives de développement donc, dans les prochains mois ? Eh bien, nous sommes sur un secteur très porteur. Les réseaux, c'est la colonne vertébrale de l'usine aujourd'hui, c'est un essentiel. Donc, on cherche à se rapprocher toujours davantage de chez nos clients par un déploiement en région. Aujourd'hui, nous sommes 26 collaborateurs et nous comptons doubler notre effectif dans les 3 années à venir. Donc, j'en profite pour dire que nous recrutons en ce moment des personnes avec qui nous partageons des valeurs d'équipe, de professionnalisme, de respect et d'initiative. Très bien, écoutez, merci messieurs et le message est bien passé. Merci messieurs. Merci. Et bon salon. Et donc on va continuer donc à se déplacer tous ensemble pour aller jusqu'au stand de Siemens. Alors je vous préviens Guy, en fait mon équipe n'était pas forcément prévue de cette mise en scène que vous nous imposez là, mais on va essayer de se frayer un passage parce que vous vous rendez peut-être compte Guy, mais au fur et à mesure de la journée et particulièrement ce jour, il y a énormément de monde qui vient sur cette édition de Global Industries. Donc nous allons faire quelques mètres pour pouvoir retrouver notre prochaine intervenant donc sur le stand de Siemens et j'ai l'impression qu'il nous attend, en tout cas je l'espère. Et donc on va le retrouver, donc si tout va bien normalement il nous attend par ici et donc nous avons voilà Guy, nous sommes maintenant en place avec notre nouvel intervenant donc pour continuer cette émission donc sur l'industrie 4.0 et donc si ça se trouve bien, je retrouve donc
l'affiche de mon intervenant. Et je vous promets, Guy, vous m'avez eu là sur ce coup. Parce que nous achèterons l'année prochaine des iPads pour tout le monde. Ça sera peut-être plus pratique que les feuilles papier. À vous, Xavier. Merci Guy. Oui, merci Guy. Donc effectivement, ça y est, nous sommes en place avec Sébastien Péné. Bonjour Sébastien. Bonjour, enchanté. Vous êtes directeur industrie manufacturière chez Siemens. Alors tout d'abord, quelle est votre vision chez Siemens de l'industrie du futur ? Donc pour nous, une industrie du futur, en fait, ou cette usine du futur que l'on souhaite tous, c'est une usine qui est connectée. C'est une usine où les différents systèmes dialoguent entre eux sans qu'il y ait besoin d'une intervention humaine, pas de fichier Excel, ce genre de choses. Et à partir du moment où vous avez cette usine qui est vraiment ultra connectée, vous allez être capable d'aller vers cette fameuse usine du futur que l'on souhaite tous. Alors on entend beaucoup parler sur cette édition particulièrement de jumeaux numériques. Quelle est la définition du jumeau numérique pour Siemens ? Alors un jumeau numérique, en fait, c'est dès la conception même du produit de notre client, les outils qui vont lui permettre de concevoir tout l'aspect marketing, les recettes de son produit, par exemple dans l'agroalimentaire, jusqu'à bien sûr la numérisation de son outil de production, pour ensuite après être capable de générer sur son usine concrète, réelle, tous les KPI et venir reboucler finalement l'information concrète de sa machine dans son outil, dans son outil logiciel qui lui aura servi à concevoir cette usine. Donc le jumeau numérique, c'est pas juste une machine en 3D qui tourne, c'est vraiment la numérisation de l'ensemble de ses besoins au niveau de la R&D, de la RH et voilà. Donc c'est tous les outils qu'aujourd'hui on met à disposition de nos clients pour faire cette usine numérique et ces jumeaux numériques pour nos clients. Alors dans tous ces dynamiques de 4.0, de jumeaux numériques et autres, il y a beaucoup de données, énormément de données à gérer. Comment est-ce que vous assurez la cybersécurité finalement, la gestion de ces données ? Voilà, c'est un sujet qui est très important, on l'a dit. On va venir interconnecter des usines, on va venir échanger de la donnée, créer de la valeur autour de cette donnée. Donc pour nous, le but, c'est vraiment que tout ça se fasse dans un monde le plus sûr possible. Et donc déjà au niveau des hardware, des automates ou des systèmes que l'on va mettre dans les usines de nos clients, on va concevoir ces produits-là de façon cyber. C'est-à-dire de base, en termes de design même des produits, on va faire en sorte de mettre en place des barrières qui vont faire que les systèmes en tant que tels seront les plus sécurisés possibles. Et derrière, en plus, ça passe aussi par de la formation de l'humain. Et ça, c'est un thème qui est très important, c'est que cette usine du futur, il faut qu'à un moment, on réfléchisse l'ensemble des gens qui vont interopérer avec cette usine et que derrière tous les systèmes soient les plus sécurisés possibles. On travaille avec l'ANSSI, on travaille avec différents organismes ou prestataires sur ces domaines-là pour être sûr que les données, là où elles sont sécurisées et que personne ne peut y accéder. En tout cas, que les personnes qui le souhaitent peuvent y accéder. Et dans cette digitalisation, comment est-ce que vous accompagnez vos clients ? Alors, sur plusieurs aspects, énormément d'aspects, sur les formations, ainsi de suite, mais l'idée aussi, c'est d'accompagner l'humain. C'est-à-dire la personne qui est dans cette usine, parce qu'une usine digitale, c'est pas une usine sans être humain, au contraire. Mais par contre, c'est que les personnes qui vont recevoir tous ces outils, qui vont être à l'origine, en fait, du fonctionnement des machines, ainsi de suite, soient les mieux formées possibles, connaissent tous ces enjeux, pourquoi on fait tout ça et soit moteur. Donc on forme, on apprend à sécuriser justement l'ensemble des installations, à ne pas mettre une clé USB n'importe où dans une machine. Et voilà, on accompagne vraiment nos clients sur le déploiement de ces solutions, mais aussi sur la formation des équipes dans ces nouvelles usines que l'on veut connecter, encore une fois, et usines du futur. Merci Sébastien Péné de ces précisions. Et Guy, on vous retrouve dans quelques minutes maintenant. On va faire une petite pause et une transition plus conventionnelle cette fois-ci. À tout de suite. C'est pas gagné, Xavier, c'est pas gagné. Xavier, je pense que les deux prochains, il va falloir faire le même système. Ça nous permet de voir les allées, en fait. Et je tiens à préciser que les visites sur les stands se font, en fait, dans le sens des stands. On monte pas en haut d'un hall pour redescendre. Donc c'est vrai que techniquement, par contre, on n'a pas forcément des choses qui s'enchaînent. Mais on prend les stands au débeauté. Mais on va les réserver une surprise encore à Xavier tout à l'heure. Il s'est très bien débrouillé, j'ai trouvé. Ça montre que dans les allées, il y a du monde aujourd'hui, c'est rempli. Et les gens viennent voir de la techno, Laurent. Oui. Donc en fait, je me tourne vers vous parce que la techno, quels sont les technos aujourd'hui qu'il faut bien regarder? Je sais que moi, si je veux voir les technos, je vais sur le site industrie40.fr, qui est le site lancé par le Gimelex, toutes les industries 4.0. Ça permet peut-être de voir les nouvelles technos. Quelles sont celles qu'il faudra aller voir aujourd'hui, sur lesquelles qu'il faut vraiment suivre? Non pas qu'elles soient pas, il y en a des
plus ou moins importantes, mais il y en a peut-être sur lesquelles vous voulez focaliser. Oui, alors déjà, je partage votre analyse, Guy. J'ai bien aimé, moi, la transition en réel pour voir un petit peu le monde dans les allées. Sur les technos, sur le site industrie40.fr, vous trouvez l'intégralité des technos de l'industrie 4.0. C'est un site de référence. Il y a quelques technos qu'il faut voir plus que d'autres, c'est sûr. On vient d'en voir une qui a été évoquée, le jumeau numérique par exemple. Mais moi, je dirais même un cran au-dessus, le virtual commissioning qui est destiné, qui est le jumeau numérique pour les OM, pour les constructeurs de machines, qui permet d'aller du virtuel vers le réel et de la mise en service de la machine derrière est un incontournable, par exemple. On n'a pas de la cybersécurité, un incontournable également. Alors attendez, allons pas trouver de virtual commissioning, c'est du jumeau numérique version plus large, c'est ça ou... C'est du jumeau numérique adapté pour la clientèle constructeur de machines. C'est-à-dire on va jusqu'à la simulation de la machine après avoir fait le jumeau numérique de la machine. Donc on est vraiment... et après, on fait la mise en service complète de la machine à travers sur le PC. Donc on évite le prototypage, on évite la mise en service, on peut aller chez le client avec une machine déjà pratiquement finalisée, à 90-95% finalisée, plutôt que de faire une mise en service complète sur site et de la redémonter et ensuite d'aller là où il y a le client final. D'accord, donc je suis fabricant de machines, je vais voir sur le site, virtual commissioning, c'est des choses qu'il faut pas que... Absolument. Il faut que je m'y intéresse. Absolument. Deuxième, vous m'avez dit... Cybersécurité. Ça c'est peut-être plus classique, mais enfin dans les automatismes et l'industrie, quoi. Exactement, adapté au système industriel. Et donc du coup, là on trouve toute l'offre dédiée et spécialisée sur la partie cybersécurité industrielle. Alors vous dites que c'est peut-être déjà plus classique, oui, pour les initiés. Beaucoup d'industriels pensent que c'est pas encore très utile. Donc moi j'encourage quand même d'aller voir parce que c'est incontournable maintenant. Quand je disais classique, en fait, c'est le terme qui est plus usité Exactement. que virtual commissioning. Exactement. Mais c'est pas classique et il y a peu d'entreprises qui ont résolu le problème. D'ailleurs, ça se saurait. Merci, Guy. Ensuite, on a une autre techno qu'il faut aller peut-être voir, c'est l'edge computing. Alors l'edge computing, j'aime beaucoup parce que l'edge computing, c'est adapté aux petites et moyennes entreprises. Je suis pas obligé de partir d'une usine neuve pour faire l'industrie 4.0. Je pars d'une usine existante, même vieillissante, et je mets quelques capteurs, je mets une IoT box comme on l'appelle dans notre jargon, mais je mets un endroit sur quelques machines. Je peux déjà capter des données, je mesure ces données, l'évolution dans le temps, je prends un système de pilotage, le tout pour aller 10-15 000 euros. On commence déjà à rentrer dans l'industrie 4.0 sans changer du tout le process de fabrication. Et donc l'edge computing, c'est vraiment adapté aux PME, aux petites ETI qui ont envie de mettre le pas à l'industrie 4.0. Donc ça n'est pas réservé qu'aux grands groupes, parce que j'entends souvent ah bah oui, mais les grands groupes et voilà. Non, c'est l'industrie 4.0, c'est vraiment destiné à l'ensemble des PME. On pourrait le traduire en français par le pied à l'étrier, quoi. Exactement. C'est ça, c'est se dire, voilà. Je mets une partie, je connecte une partie, puis après je vais avancer, quoi. Voilà, et tout à fait. C'est comme quand vous faites un régime, un Guy. Vous commencez à acheter une balance, vous mettez dessus et vous voyez combien vous pesez. Voilà. On part déjà par là. J'ai compris le message, Laurent. Je vais acheter une balance. Donc là, c'est des sujets. Moi, j'étais étonné. Il y a un sujet, c'est pareil. Comment on le mettrait? C'est tout ce qui est l'intelligence répartie, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus une centralisation, on a une intelligence répartie. Ça, c'est pas un sujet. Alors, c'est un vrai sujet, un sujet de fond qu'on est en train de mettre en place, qui va être d'ailleurs très vite amendé sur le site industrie40.fr. C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, l'intelligence répartie. On pense que, au même titre qu'il existait des automates qui géraient tout dans un endroit de l'usine et avec des multiples entrées-sorties, on pense que maintenant, de plus en plus, l'intelligence va se répartir, y compris dans les capteurs, dans les actionneurs, dans les afficheurs, dans les automates, mais de façon plus répartie, avec des nouvelles normes d'automatisme qui se mettent en route. Et donc, on est vraiment l'IT qui rentre dans le domaine de l'automatisme. Et ça, on va l'aborder très rapidement. D'accord, je vois que c'est un sujet qui va être intéressant. Alors on va peut-être en parler là d'intelligence répartie. Xavier, nouveau challenge, c'est parti, on va vous suivre. Je crois qu'on va parler de motion. Puis je vous laisserai aller chez Schneider. J'avoue, j'aime bien voir les allées à l'écran, c'est sympa. Peut-être qu'après on va pas être d'accord, mais je trouve ça sympa. À vous. Ouais.
Oui, il y a toujours quelques mètres qui séparent les stands, mais on va essayer de résoudre votre challenge. Nous sommes effectivement ici devant chez Beckhoff en compagnie de Yannick Bouvard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable commercial France chez Beckhoff et nous sommes justement devant un démonstrateur XTS. C'est un des produits phares de Beckhoff. Alors en quoi est-ce qu'il a révolutionné l'industrie de la machine ? En fait, l'XTS, comme le futur qui est l'X-Planar aujourd'hui, c'est un produit qui aujourd'hui est au cœur de l'industrie 4.0, l'industrie du futur. Et surtout intégré aux machines agiles. C'est un produit qui permet justement dans une chaîne de production de masse de pouvoir faire de l'eau de taille 1 et donc permettre aux industriels de pouvoir très facilement passer des changements de format et donc de s'adapter aux demandes de ses clients, du marché, donc pour être de plus en plus compétitif. Et voilà, c'est une des gros avantages, on va dire, de la solution qu'on propose, des solutions mécatroniques chez Beckhoff. X-Planar est un petit peu différent dans le sens où lui, il va pas y avoir d'usure parce qu'il n'y a pas de contact, donc la palette est dans lévitation magnétique, mais il va rajouter aussi 6 degrés de liberté, donc des possibilités de pouvoir se mouvoir dans la machine un petit peu d'une nouvelle manière. Voilà, donc rajouter des fonctionnalités aux machines agiles existantes. Parlons un petit peu des domaines d'application, quels sont-ils ? Alors les domaines d'application, on peut parler de l'électronique, de la microélectronique bien sûr, de la pharma, et puis on peut pas ne pas citer l'agro et surtout le cosmétique, qui est en fait l'XTS est aujourd'hui un produit incontournable de ces métiers. Alors il y a une autre nouveauté que vous présentez ici sur Global Industries, c'est le NCT. De quoi s'agit-il ? Expliquez-nous. Alors déjà, NCT, c'est l'acronyme de Non-Contact Technology. Bon, c'est, on va dire, une vue simpliste. Ça permet d'avoir en fait une communication par induction magnétique entre la partie fixe et la partie mobile qui se trouve donc sur le produit en mouvement. Voilà. Donc ça rajoute encore une fois des possibilités. On peut avoir cette partie d'échange à la fois de communication et de puissance un peu où on veut dans le circuit, et donc permettre ainsi des nouvelles possibilités toujours dans ces machines qui sont de plus en plus agiles. Et là, de la même manière, en fait, quels sont les domaines d'application ? On retrouve exactement les mêmes domaines, mais on va un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on peut encore augmenter la cadence et permettre de faire des actions et des tests pendant que le produit est en mouvement. Donc, encore une fois, augmenter les capacités d'output des machines. Très bien. Merci beaucoup Yannick Bouvard pour ces explications. Et donc oui, comme vous le voyez Guy, il y a effectivement beaucoup de monde sur ce salon Global Industries, et y compris qui passe devant les caméras. Clairement, vous nous facilitez pas forcément la vie. On a eu très chaud et vous verrez en fait qu'on finira en fait cette émission et cette démonstration avec en parlant de thermographie justement, mais quelques mètres à peine effectivement. Et je retrouve mon prochain invité qui s'appelle Jean-Pascal Ries. Vous êtes directeur marketing à la transformation digitale chez Schneider. Et puis le temps que nous allions au lieu que nous avons tous les deux convenu par avance pour pouvoir aborder cette question, est-ce que tout d'abord vous pouvez nous dire quels sont les 4 piliers clés que vous présentez ici à vos utilisateurs, à vos clients dans le programme de transformation digitale. C'est l'excellence opérationnelle. Vous voulez commencer par celui-ci. Ça veut dire quoi exactement, excellence opérationnelle ? Alors l'excellence opérationnelle, c'est l'ensemble des techniques qui permettent l'implémentation de l'amélioration continue, notamment basée sur le lean management. Et ça, on considère ça chez Schneider Electric comme une base et une fondation pour la transformation digitale, parce qu'on veut digitaliser des processus qui fonctionnent et éviter de digitaliser des processus qui ne fonctionneraient moins bien. D'accord. Alors voilà, on est dans la digitalisation, on a beau être dans la digitalisation, mais sans performance de l'équipement, on ne peut pas faire grand-chose. Absolument, et pour cela, il faut les logiciels qui permettent de capter la donnée au niveau de la machine, de la contextualiser au niveau de l'opérateur, mais aussi au niveau de l'usine et aussi éventuellement au niveau d'un groupe industriel. Et c'est ce monitoring et cette visibilité et aussi le pilotage de cet ensemble qui va pouvoir apporter la performance des équipements via notamment de la maintenance prédictive ou de l'intelligence artificielle par exemple.
Alors, à l'heure actuelle, parmi les sujets d'actualité qui préoccupent beaucoup de monde, dont les industriels, il y a ce souci de gestion de l'énergie. Qu'est-ce que vous proposez en la matière ? Absolument. Donc ici, au niveau de la gestion de l'énergie, il s'agit déjà de la rendre visible et donc d'agréger l'ensemble de la donnée, à la fois des process mais aussi des utilities, pour agréger l'ensemble de la consommation énergique au niveau d'une usine et, si possible, de la corréler avec le pilier précédent qui est l'ensemble des données des process pour avoir une bonne compréhension et un pilotage fin à la fois énergétique et des process en même temps. Autre sujet d'actualité, il y a la protection des données avec beaucoup de choses qui se passent autour du piratage des données. Pareil, quelle est votre solution chez Schneider ? Évidemment, lorsqu'on parle de transformation digitale, c'est de la donnée, donc il faut que l'ensemble des équipements soient connectés. Ça ouvre des risques au niveau de la cybersécurité. Et aujourd'hui, il faut accompagner les clients. Aujourd'hui, on accompagne nos clients de façon cybersécurisée dans leur transformation digitale. C'est un pilier qui est notamment clé, qui permet une mise à l'échelle rapide des solutions digitales. Pas de digitalisation sans une architecture cybersécurité native. Merci Jean-Pascal Ries de toutes ces précisions et bon après-midi sur Global Industries. Guy, c'est à vous. Merci Xavier. Vous voyez, deuxième challenge réussi, c'est formidable. Je vais vous laisser vous déplacer sur le dernier stand. Vous avez à peu près 2 minutes, je vais vous laisser le temps d'avancer avec Laurent sur un autre sujet. On vient de parler de Gigafactory, pas de Gigafactory en particulier, mais bon, de ces nouveaux marchés, Gigafactory, hydrogène, etc. Est-ce que vos adhérents, ils sont prêts ? Est-ce qu'ils sont formés ? Est-ce que tout est prêt pour aller attaquer ces marchés-là ? Et puis, est-ce qu'on a les compétences ? Alors effectivement, les grands challenges de demain, on peut en parler, hydrogène, Gigafactory, on pourrait parler peut-être de la renaissance du nucléaire aussi, qui voit en l'espace de 4 mois, comme on a changé sur l'état d'esprit du nucléaire qu'on voulait enterrer, qui finalement revit. Tout ça, faudra le travailler. On peut parler encore d'autres domaines, l'électromobilité, qui est en train de se transformer. Alors, est-ce qu'on est prêt ? On est dans le mouvement. Moi, je dirais pas qu'on est totalement prêt pour adresser tout de suite des solutions fiables et sécurisées et disponibles, mais en tout cas, on est dans le mouvement pour ces grands marchés de demain. Il faut pas que la France passe à côté de ces marchés-là. Si on passe à côté de ces marchés-là, on retrouvera une France de nouveau à la traîne par rapport à l'industrie. Et comme je le disais en début de séance, l'industrie française est en train de revivre. La première fois qu'on a un solde positif de création d'entreprises par rapport au nombre de fermetures, par exemple. Et donc, grâce à toutes les actions qu'on met en place, le salon, mais pas que, les aides gouvernementales, l'État, toutes les politiques maintenant régionales qui se mettent en place pour accompagner les industriels. Donc oui, on est en mouvement pour aller vers les grands challenges de demain. Et les acteurs de chez vous, ils sont prêts. Je veux dire, on a les offres, parce qu'en fait, le gros souci souvent, c'est les compétences, parce qu'il faut trouver l'entreprise qui comprend ces nouveaux métiers. On le voyait hier avec un autre syndicat, où en fait on se disait mais c'est compliqué d'avoir aujourd'hui les personnes qui vont comprendre toute la chaîne, en fait, tout ce 4.0 qui vient impacter de la mécanique, et en fait d'avoir cette vision. Et on parlait même d'intégrateurs, notamment au niveau robotique ou autre, qui n'ont pas forcément toutes les compétences aujourd'hui pour répondre à tout, et qui pourraient même faire des cahiers des charges gênants un petit peu, parce qu'en fait ils n'arrivent pas à coter tout ça de façon propre. C'est un gros challenge qu'on a relevé. Vous abordez un petit peu là la partie, on va dire, formation, métier, attractivité, réattirer des jeunes dans notre entreprise, réattirer également féminiser un petit peu notre entreprise qui est encore très masculine. On a compris que tout ce qu'on met en place servait à, on va dire, à transformer les métiers vers des métiers à très haute valeur ajoutée. C'est fini le temps où, quand on travaillait mal à l'école, on allait à l'usine. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut très bien travailler à l'école pour pouvoir avoir une chance d'aller dans l'industrie. Donc, on demande de l'expertise, on demande des ingénieurs, on demande... et pour ça, on doit être attractif. Et effectivement, on travaille avec des grandes écoles pour reféminiser, à la fois, avoir plus d'ingénieurs au niveau femmes, c'est important. Et comme ça, on a derrière... des nouveaux challenges qui peuvent s'ouvrir sur la compréhension des métiers. Alors on va terminer le dernier challenge, d'ailleurs on va voir si Xavier l'a réussi. Xavier, on va parler capteur de température, parce que je crois que là la température elle est montée. À vous.
Elle est montée d'un coup, effectivement, Guy, et nous sommes sur le stand de Phonoptics avec Vivien Stel. Bonjour, vous êtes président de Phonoptics. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous présenter votre société ? Oui, donc Phonoptics, on est une jeune entreprise de 5 personnes. On fait beaucoup de recherche et développement et de développement de capteurs sur mesure. Notre activité principale, donc, ce sont les capteurs à fibre optique pour les environnements les plus extrêmes. Donc capteurs acoustiques, capteurs de pression dynamique. Et tout récemment, et c'est une nouveauté ici, capteurs de température type pyrométrique. Quels sont d'une façon générale vos clients ? Nos clients sont des grands comptes, principalement dans le domaine de la R&D, des laboratoires, pour le développement de nouveaux matériaux, vraiment à la pointe de la technologie, justement dans les environnements les plus extrêmes, pour repousser les limites de leurs équipements. Du coup, ils ont besoin de nouveaux systèmes de mesure et on peut les aider à fournir de nouveaux systèmes de mesure. Alors vous l'indiquiez, sur Global Industries, vous présentiez Thermoref, qui est l'une de vos nouveautés, une innovation. Que permet-elle exactement ? Oui, tout à fait. Thermoref, donc c'est un pyromètre à fibre optique, enfin un pyromètre optique, donc une mesure de température sans contact. C'est nos clients qui nous ont poussé à développer ça, donc on a développé ce nouveau capteur. Et ce capteur donc permet de mesurer la température, sans contact, avec une innovation majeure, une exclusivité mondiale, c'est de pouvoir calculer l'émissivité de la cible. Donc on n'a plus besoin de la connaître. Le dispositif le mesure et le corrige automatiquement. C'est pour la première partie, ça s'adresse aux industriels qui conçoivent, qui fabriquent les produits, ou on peut le retrouver un peu plus tard, lors des phases de maintenance par exemple ? Donc effectivement, ce dispositif peut être utilisé pour développer, faire des stress tests sur des produits donc, en phase R&D. Après, on peut l'utiliser aussi pour la phase de production, pour tout ce qui est... pour suivre la production et aussi pourquoi pas en maintenance lorsqu'on fait des réparations sur des pièces où on a besoin de vérifier que la température est correcte. Et en termes de matière, est-ce que toute matière peut être contrôlée, suivie, vérifiée avec cet outil ? La grande innovation de ce capteur, c'est qu'effectivement, peu importe l'émissivité de la cible, le capteur va mesurer l'émissivité. La seule prérogative, c'est que le milieu doit être opaque à la longueur d'onde utilisée. Après, on peut utiliser différentes longueurs d'onde, donc on pourra s'adapter. Mais voilà, on peut vraiment mesurer n'importe quel type de matière, de surface, et le capteur va automatiquement corriger et avoir toujours la vraie température, la bonne température. Donc c'est un gain de temps, une simplicité, vraiment une révolution de pouvoir s'affranchir de ce problème majeur qui est la non-connaissance et l'évolution de l'émissivité. Donc opaque, donc ça veut dire pas de verre par exemple, mais quels sont les avantages qui existent par exemple par rapport à vos concurrents ? Effectivement, beaucoup sont venus nous voir, nous demandant ce qu'on pouvait mesurer sur le verre. Actuellement, dans la version existante, on ne peut pas, puisque le verre est transparent aux longueurs d'onde qu'on utilise, en partie transparent. Néanmoins, s'il y a beaucoup de demandes, et il semblerait y avoir quand même pas mal de demandes, on va peut-être être amené à développer une version spécifique pour mesurer sur le verre. Et quelle est la faculté en fait d'une entreprise, d'une jeune entreprise comme la vôtre justement à innover ? Est-ce que vous vous appuyez aussi sur un tissu de laboratoire, peut-être d'université qui vous accompagne, ou ce sont des développements que vous faites vous de votre côté ? Alors, on fait beaucoup de développement en interne, on a une grande capacité avec notre équipe de faire des innovations et de s'adapter aux besoins de chaque client. Donc c'est pour ça que je vous dis, on peut partir sur le verre et on peut le faire assez rapidement avec beaucoup de souplesse. Mais on est aussi bien entendu aidé par des laboratoires, par exemple ce capteur-là de température. On est aidé avec l'Institut P' à Poitiers et des ingénieurs de l'ENSMA qui nous apportent leur savoir-faire en étalonnage et en mesure sur corps noir. Donc voilà, effectivement, on s'appuie sur des compétences aussi externes. On va chercher les compétences qui nous manquent et pour proposer des solutions sur mesure à nos clients. Un mot sur votre participation à Global Industries. Je crois que c'est la première fois que vous y participez, je me trompe peut-être. Mais qu'en pensez-vous en fait ? Qu'attendez-vous exactement ? Effectivement, on avait participé à d'autres salons. Il y a eu un petit coup de mou avec l'effet Covid. Ça fait plaisir de revenir sur un salon avec autant d'exposants. Le salon est très grand avec beaucoup de différents thématiques. Ce qu'on attend ici, c'est justement de rencontrer des personnes d'univers un peu plus différents qu'on n'a pas l'habitude de croiser d'habitude. Très bien. Merci beaucoup Vivien Stel pour votre présence, votre participation à cette émission sur Global Industries. Guy, c'est à vous. Écoutez, il me reste juste, merci Xavier, à remercier tout le monde, merci Laurent. On est juste dans le timing, donc je vous remercie tous
pour ce challenge qu'on a réussi à relever tous ensemble. Merci. Merci à vous.